Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Farida Bemba Naborema. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est très important pour la communauté togolaise. Vous êtes-vous jamais demandé d'où vient tout ce concept du Nord et du Sud dans notre cher pays le Togo? Peut-être que le cas est valable dans d'autres pays africains. Eh bien, je voulais vous parler de la construction d'une identité coloniale qui nous a été imposée, mais qui malheureusement jusqu'à ce jour continue par nous diviser à certains égards. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence que beaucoup de Togolais, dans leurs propos ou dans leur manière de s'identifier, se réclament comme étant du Nord ou comme étant du Sud. Mais est-ce que quelqu'un pourrait nous dire précisément où commence le Nord ou où commence le Sud, où s'arrête le Sud? Le Togo du Nord n'existe pas, le Togo du Sud n'existe pas, il n'existe qu'un seul territoire qui s'appelle le Togo, dont les frontières ont été créées d'abord en 1884 et ont été redéfinies ensuite en 1919, après la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a perdu ses colonies et que le Togo a basculé sous la tutelle des Britanniques et des Français. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'il est important dans nos efforts politiques, dans nos efforts de vouloir libérer notre pays de la dictature, de pouvoir retrouver notre liberté qui a été confisquée depuis l'époque coloniale, comprendre que nous devons nous défaire de certaines choses. D'abord, la création de l'identité du Nord et de l'identité du Sud. Cela a débuté d'abord avec les Allemands. Quand les Allemands se sont installés au Togo, bien entendu, ils ont établi leur siège dans la partie du sud du pays. Pourquoi? Parce que c'était la partie qui avait accès à la mer. C'était sur la côte et donc cela faciliterait le transfert des ressources minières et agricoles qui étaient exportées du pays. Les Allemands avaient établi un modèle. Ils avaient construit quelques écoles pour pouvoir éduquer les populations locales. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de clercs dans les administrations pour faire certains travaux. En ce qui concerne les villes intérieures du pays, eh bien, il y avait une loi stricte qui exigeait que les enfants togolais qui étaient envoyés dans ces écoles ne pouvaient que compléter 3 années, c'est-à-dire avoir l'équivalent du niveau CE1. 3 années et c'est pas plus. Pourquoi? Parce que dans ces villages et dans ces communautés intérieures, les Allemands avaient juste besoin de personnes qui seraient leurs interprètes auprès des communautés, mais ne voulaient pas que ces populations puissent avoir une éducation qui allait leur permettre d'être plus ouverts et plus informés en fait sur les méfaits de la colonisation. Quand les Allemands sont partis après leur défaite de la Deuxième Guerre mondiale et que le Togo a été placé sous tutelle des Britanniques et des Français, la partie des Français deviendra le Togo que nous connaissons aujourd'hui. Le gouvernement français a plus ou moins continué, pour ne pas dire accentué, le modèle des Allemands. Et bien pour la construction des routes, des routes ferroviaires, des wharfs et pour les travaux forcés, ils importaient les populations des villes intérieures. Officiellement, l'esclavage avait été aboli en France, mais officieusement, dans les colonies, l'esclavage continuait d'être pratiqué. Mais ce n'était plus en vogue de l'appeler esclavage, on l'appelait donc travaux forcés. C'était des hommes et des femmes qui étaient arrachés de leur communauté, qui étaient envoyés travailler dans des plantations ou dans les mines ou pour la construction des routes, qui étaient fouettés jusqu'à mort dans certains cas, qui étaient amputés dans d'autres cas quand ils ne donnaient pas les résultats escomptés par les colons. Alors pour s'assurer que ce processus continue, le modèle de domination au nord et dans les villes intérieures du pays était beaucoup plus atroce que le modèle de domination dans les sud du pays. Pourquoi? Parce que leur siège étant vers la côte, ils voulaient garder un certain niveau d'entente avec les populations qui sont dans ces zones-là, puisque ce sont leurs terres en fait, sur les terres en fait qu'étaient construites les administrations et ils étaient obligés de cohabiter avec les colons. Eh bien, les plus éduqués des Togolais, bien entendu, de par leur éducation et de par le fait qu'ils ont voyagé, qu'ils ont connu autre chose, ben, se sont demandé pourquoi est-ce que notre pays n'accède pas à son indépendance. Surtout parce que nous avions été placés sous tutelle de type B, d'abord de la Société des Nations SDN et ensuite des Nations Unies. Et la tutelle de type B dit que les nations placées sous cette tutelle devraient obtenir leur indépendance au bout de 25 années.
de 1914 d'abord, mais officiellement de 1919 quand nous avions été placés sous tutelle de la France, à 1945, ça faisait pratiquement 30 ans qui sont passés sans que les Français ne veulent accorder notre liberté, nos indépendances. Alors les intellectuels togolais se sont rassemblés et ont décidé de s'organiser pour commencer par réclamer nos indépendances. Ceci conduira à la création du parti CUT. Mais bien entendu, ils étaient conscients que pour pouvoir obtenir cette indépendance, il fallait associer les masses togolaises. À l'époque, le taux d'éducation et d'alphabétisation du Togo n'atteignait même pas 10% de la population. Donc, il faut donc dire que, en ce qui concerne l'éducation occidentale, ce n'était pas une chose qui était accessible à tous. Mais les Togolais qui étaient éduqués voulaient quand même rompre avec la colonisation et se sont constitués pour pétitionner les Nations Unies, précisément en 1956, quand la France a voulu nous imposer ce qu'elle appelle l'autonomie. Je reviendrai sur cela peut-être dans une autre vidéo, mais j'en ai parlé dans des articles encore et encore. Mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est que avant que le Togo ne puisse obtenir son indépendance, quand les indépendantistes ont commencé par se rapprocher des populations pour leur expliquer le projet des indépendances, les Français ont créé deux partis, ou ils ont fait créer deux partis. Il y avait le parti du progrès, qui était dirigé par Nicolas Grunitzky, et il y avait le parti des peuples et populations du Nord, qui avait à sa tête Meachi et bien d'autres. La raison pour laquelle ils ont créé un parti pour les peuples et populations du Nord, c'est que l'agenda pour ces partis-là, c'était de convaincre les populations du Nord que la raison pour laquelle les gens du CUT demandaient leurs indépendances, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que la soi-disant modernisation qui est appliquée dans les villes plus proches de la côte, à savoir Lomé, Anéro, etc., ne puisse arriver au Nord. Donc ils ont lancé des campagnes disant aux populations que les Togolais qui sont au Sud, parce que les Blancs veulent maintenant venir construire des écoles, construire des routes, construire des hôpitaux dans vos communautés. Ils veulent leurs indépendances, ils veulent pas que cette modernisation-là et ces ressources aussi puissent venir vous atteindre. Mais les conditions de travaux forcés et les taxes imposées aux populations dans ces régions étaient tellement cruelles parce que pour pouvoir récolter les impôts, les Français avaient pratiquement éliminé nos chefs traditionnels et nous avaient imposé ce qu'ils appelaient les chefs cantons. Les chefs cantons étaient des citoyens togolais, mais étaient les contremaîtres en fait de la colonisation qui administraient les punitions et les sévices corporels aux populations qui ne payaient pas les impôts à temps ou ne payaient pas assez de ce qui leur était exigé. Alors les populations se sont dit, mais nos conditions de vie sont tellement atroces que si nos frères qui sont au sud veulent qu'on se libère de ces colons, on préfère se libérer parce que si véritablement les colons avaient l'intention de développer nos régions, avaient l'intention de développer nos communautés, ils l'auraient fait depuis qu'ils sont là. Et ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là, on n'a rien vu. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que nos frères se lèvent, qu'ils disent qu'ils veulent nous apporter ces choses? Mais la continuité de cela a suivi même après la période officiellement coloniale. Pourquoi? Parce que même si le projet a échoué et que le CUT a pu rassembler les pétitions nécessaires pour exiger que les Nations Unies organisent un référendum au Togo qui s'est tenu le 27 avril 1958 et qui a concrétisé nos indépendances 2 ans plus tard, le 27 avril 1960, la France voulait toujours exploiter cette création identitaire-là pour diviser les populations. Et donc, quand ils ont fait le coup d'État contre Sylvanus Olympio, d'abord, ils ont mis Nicolas Grunitzky au pouvoir. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que au 4e anniversaire de l'assassinat de Sylvanus Olympio, à savoir le 13 janvier 1967, les Togolais se sont révoltés en disant, ben, Grunitzky, il est qui pour nous? Nous n'avons pas élu, il n'y a pas eu d'élection, il est devenu président parce qu'Olympio est mort, nous voulons des élections. Alors, qu'est-ce que les Français ont fait? Ce que les Français ont fait, c'est qu'ils ont été très intelligents. Ils ont orchestré un deuxième coup et ensuite, ils ont porté Gnassingbé Eyadema au pouvoir. Ce qui s'en suivra après, avec l'imposition de Gnassingbé Eyadema à la tête du Togo, c'est que l'exploitation de ces identités qui, en réalité, n'existent pas, qui sont des identités fictives,
que la France utilisera pour diviser les Togolais et dont le régime de Gnassingbé se servira aussi pour justifier leur long règne à la tête du Togo. D'abord, je voudrais vous pousser à une certaine réflexion. Quand on parle de notre pays, le Togo, et que les gens disent les populations du Nord et les populations du Sud, la réalité est qu'il n'y a pas une population du Nord qui est homogène et une population du Sud qui est homogène. Ce n'est pas comme si on avait un groupe ethnique qui est dans tout le sud du Togo et un groupe ethnique qui est dans tout le nord du Togo, et par conséquent, c'est deux groupes différents qui sont incapables de vivre ensemble ou de travailler ensemble ou de cohabiter. Le nord est mosaïque, tout comme le sud est mosaïque. Au nord du Togo, on a plus d'une vingtaine de groupes ethniques, et dans le sud du pays aussi, on a plus d'une vingtaine de groupes ethniques. Nombreux de ces groupes ethniques, au nord comme au sud, vivaient en harmonie. Certains également avaient des conflits dans le nord comme dans le sud. La réalité est qu'il y avait plus de conflits interrégionaux entre voisins qu'il y en avait entre le nord et le sud. D'ailleurs, il n'en a jamais eu. Il n'y a pas un groupe ethnique établi au nord qui s'est retrouvé à faire des guerres avec un groupe ethnique établi au sud. Par contre, il y a eu des groupes ethniques entre le nord et le nord qui ont eu des conflits au cours de l'histoire. Donc, les historiens ont assez documenté ces conflits qui ont eu lieu depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque coloniale. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que quand on parle de Togolais du Nord et du Sud, c'est une identité fictive en fait. Il n'y a pas un examen médical qu'on puisse faire pour définir l'ADN des Togolais du Nord ou du Sud. Il y a absolument rien qui puisse justifier cette existence. Nous avons plusieurs langues au Nord, nous avons plusieurs religions au Nord, nous avons plusieurs cultures au Nord, tout comme nous avons plusieurs langues au Sud, nous avons plusieurs cultures au Sud, nous avons plusieurs religions au Sud. Alors, on ne peut pas parler de Togolais du Nord et de Togolais du Sud. C'est pourquoi ça a été important comme narratif. C'est de faire comprendre, c'est de faire monter un certain groupe de Togolais contre les autres et de créer une haine viscérale entre deux groupes en fait, qui sont des groupes et des identités fictives. Cela, c'est un jeu qui a été toujours utilisé parce que quand on regarde l'Amérique latine, il y avait un modèle similaire. Pas que latine, l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud, ils avaient imposé un modèle de hiérarchisation raciale où au sommet du pyramide, vous avez, de la pyramide, pardon, vous avez les blancs, ensuite vous avez les métis, puis vous avez les mulâtres, et enfin vous avez, après vous avez les indigènes, c'est-à-dire les Amérindiens, et finalement au bas vous avez les Noirs. Et dans nos communautés en Afrique, dans le Togo, même s'il n'y a pas une pyramide qui a été créée juridiquement, il n'y a pas de tests qui ont codifié cette hiérarchisation raciale, parce que nous sommes tous des Noirs et des Africains, il y a quand même eu une création d'identité fictive. Et c'est la même chose qui justifie le fait que sur le continent, nous nous identifions comme étant Togolais africains francophones, africains anglophones, africains lusophones. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi les Asiatiques qui ont été colonisés par les Français ne se réclament pas comme étant des Asiatiques francophones? Vous avez le Laos, vous avez le Cambodge, vous avez l'ancienne Indochine qui est devenue le Vietnam. Pourquoi est-ce que les Arabes qui ont été colonisés par les Français ne se réclament pas comme Arabes francophones et Arabes anglophones? Vous avez le Liban, donc bien entendu, qui a été colonisé par la France, vous avez l'Algérie, vous avez le Maroc, vous avez la Tunisie. Je ne pense pas qu'ils disent qu'ils sont des Arabes francophones et que ceux qui sont égyptiens, qui sont du Koweït, qui sont de l'Arabie Saoudite, eux, ils sont des Arabes anglophones. Non, ils sont tout simplement des Arabes. Mais pour nous, les Africains, nous nous sommes appropriés d'une identité qui justifie les clashs qui ne devraient même pas exister et qui nous empêchent en fait de nous unifier autour d'un projet commun. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal et la Gambie, en ce qui concerne leur constitution ethnique, ce sont les mêmes peuples, mais ce qui est drôle, c'est que malgré le fait qu'ils ont des langues communes, qui partagent les mêmes peuples, partagent les mêmes coutumes, partagent les mêmes pratiques religieuses, etc., certains se réclament comme francophones et d'autres se réclament comme anglophones. On peut dire pareil pour le Togo et le Ghana, ou pour le Bénin ou le Nigeria, et les exemples continuent. Mais la réalité est que de chaque côté des frontières, qu'on ait comme langue officielle imposée par le colon, le français ou l'anglais,
nous avons toujours les mêmes rites, nous avons les mêmes surnoms, les mêmes prénoms, les mêmes langues, les mêmes jours de la semaine dans nos langues traditionnelles, etc., etc. Mais ce sont des identités qui ont été créées. Et pourquoi? Pour assurer un précaré de domination pour nos colons. Et en ce qui concerne la création des zones du Nord et des zones du Sud, malheureusement, c'est un problème qui touche beaucoup de pays africains. Pareil au Nigeria, même au Ghana, ça crée des conflits politiques à ne pas en finir, où tantôt on dit que bon voilà, ceux du Sud sont restés trop longtemps au pouvoir, ou c'est ceux du Nord qui sont restés trop longtemps au pouvoir, ce sont ceux du Sud qui sont en train de contrôler les ressources, ce sont ceux du Nord qui sont en train de contrôler les ressources, quand en réalité c'est une minorité de chaque parti qui détient le pouvoir et qui détient la quasi-totalité des ressources. Donc, il faudrait que dans nos efforts de libération, nous puissions nous décoloniser mentalement et que nous arrêtons d'utiliser des expressions qui nous divisent, que nous arrêtons de nous approprier des identités qui nous divisent. Moi, particulièrement, je refuse carrément que l'on m'identifie comme une Africaine francophone. Et cela a causé à certains niveaux des frustrations par rapport à certaines personnes qui m'avaient contacté en disant bon voilà, on cherche une africaine francophone, et tant je réponds, je ne suis pas africaine francophone, je suis une africaine qui parle plusieurs langues dont le français, mais le français n'est pas la première langue que j'ai acquise, c'est ma langue, elle n'est pas ma langue maternelle, et je parle aussi couramment l'anglais, donc je ne me réclame pas comme étant une africaine francophone. Alors en tant qu'Africains, nous devons nous défaire de ces identités fictives qui en réalité ne sont des identités qui ont été que créées pour assurer et exercer un contrôle sur nos peuples. Nous devons rejeter en fait dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir, d'interagir, nous devons nous défaire de ces identités. Ne plus se réclamer comme étant un Togolais du Nord ou comme étant un Togolais du Sud. Ne plus se réclamer comme étant un Africain francophone ou un Africain anglophone. Parce que l'identité coloniale ne nous définit pas. Et non seulement elle est inexistante, elle cause des frictions, elle cause des conflits. Et pire, elle nous empêche d'avoir cette unité dont nous avons tant besoin. Et cette stabilité qui est nécessaire pour la véritable prospérité de notre continent qu'est l'Afrique. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.